nous avons des intérêts qui sont croisés et qui sont communs. Donc c'est un enjeu aussi à beaucoup mentionner. Alors, je terminerai en parlant, avant d'en venir à la conclusion, je terminerai en parlant des relations avec les grands partenaires, c'est très très important. Un mot sur les États-Unis, c'est notre grand allié, bien sûr. Il faut être, je le disais tout à l'heure, ils ont parfois tendance à regarder plus vers l'Asie. L'Europe, c'est compliqué, le président Obama ne la connaît pas très bien. Il faut simplement être un partenaire crédible, et pour cela, il faut être unis entre nous et montrer que nous avons une capacité d'agir, aussi parfois de dire non, d'avoir un vrai dialogue stratégique avec eux, parce que les États-Unis peuvent se tromper aussi. C'est un pays que j'aime beaucoup. Je pense que nous avons des valeurs communes très très fortes, mais il n'y a pas forcément des convergences là aussi sur tous les sujets. La Russie, même chose, il ne peut pas y avoir de relations de sécurité en Europe sans ou contre la Russie. Donc il faut, comme on dit dans notre jargon de technocrate, engager la Russie. Pardonnez-moi, c'est du très mauvais français, j'ai honte dans cette enceinte, mais il faut avoir un partenariat stratégique avec la Russie pour la tirer vers nous, vers nos normes aussi, et en faire véritablement une démocratie. Et puis il y a les relations avec les puissances émergentes, et là ce qui est très important, c'est de vraiment traiter en termes de réciprocité, de ne pas être naïf. Les Chinois investissent chez nous, il faut aussi que nos entreprises puissent investir facilement chez eux. Et finalement, quand on parle beaucoup de gouvernance, l'idée un peu stratégique est de dire, dans le système international, au Conseil de sécurité, au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, on vous fait de la place, parce que maintenant vous êtes une puissance émergente, on vous donne plus de place, mais en échange, plus de droits doivent aller avec plus de responsabilités. Et plus de responsabilités, c'est contribuer à la paix, c'est contribuer aux opérations de maintien de la paix, c'est parfois aussi avoir une approche constructive. On voit bien aujourd'hui que les conseils de sécurité sont bloqués à cause de la Russie et de la Chine sur ce qu'il faut faire sur la Libye. Vous voyez, donc tout ça est difficile. Voilà. Alors je pourrais parler encore des heures de beaucoup d'autres sujets, mais je ne veux pas être trop long. Alors en conclusion, ce que je voulais vous dire, si vous voyez bien d'abord que ce qui est très important, c'est pas parce qu'on se voit à Bruxelles tous les jours qu'on se comprend, qu'on se voit bien. Il y a des gens que vous pouvez croiser tous les jours sans forcément les comprendre. Et donc la relation bilatérale, elle est très importante pour nourrir la relation multilatérale. C'est pour ça qu'une visite comme celle de M. Nechas était très importante pour nous et elle était très réussie. Donc on a signé un partenariat stratégique. On a tout un programme de travail en 2011, 2012, 2013, avec par exemple des choses très concrètes comme créer un forum des jeunes talents. On réunit des jeunes franco et tchèques. On a par exemple réuni une dizaine de jeunes diplomates de chaque côté. On les met ensemble, un peu comme vous savez, dans une cocotte minute, on les laisse un peu mariner, et puis on vient les voir. Et c'était très bien, je plaisante, mais c'était vraiment, on leur a dit, voilà, réfléchissez ensemble à l'avenir de nos pays, à l'Europe, à l'avenir de votre métier. On veut faire la même chose avec des jeunes responsables politiques, des jeunes députés, des jeunes sénateurs, des jeunes élus locaux, pour rapprocher nos sociétés. Et puis, deuxièmement, on a vraiment des intérêts communs à promouvoir. C'est ce que je vous ai dit, et moi je suis intimement persuadé, c'est ce que je dis à mes interlocuteurs tchèques, c'est que la République tchèque a tous les atouts pour être au cœur de l'Europe, pour être dans l'Europe, pour ne pas être à la périphérie de l'Europe. Encore faut-il le vouloir, encore faut-il que l'Europe fonctionne, aussi, qu'on ait envie d'y entrer, parce que si on n'avez pas envie d'entrer dans une maison qui prend l'eau, mais en étant ainsi au cœur de l'Europe, je crois qu'elle sera aussi fidèle à son histoire et à sa géographie. On y revient toujours. Alors, la période devant nous n'est pas facile, hein, je l'ai dit. Il y a la crise, il y a la gouvernance de la zone euro, la gouvernance du monde, il y a des crises terribles. Donc, on ne sera pas forcément d'accord sur tout, mais il y a ce mécanisme de convergence, de dialogue que j'expliquais. Alors, l'essentiel est de jouer le jeu. Et là, je voudrais vraiment terminer sur une dernière remarque. C'est un peu un cri du cœur. Moi, j'ai toujours été choqué, pour employer le terme exact, par ce que l'on entend souvent dans la vie politique. Et là, je critique
Français autant que dans d'autres pays, quand on dit Bruxelles a décidé. Et c'est Bruxelles, c'est parfois commode parce que ça vous permet de faire passer des décisions qui sont parfois difficiles. Heureusement, on a cette discipline européenne qui joue. Mais Bruxelles ne décide pas, vous savez, c'est faux. Quand il y a une décision qui est prise à Bruxelles, c'est parce que nous avons nos premiers ministres, nos chefs d'État qui sont là-bas et qui, à un moment, au Conseil européen, où nos ministres au Conseil disent « je suis d'accord » ou « je ne suis pas d'accord ». Et donc c'est nous, on doit avoir un sentiment d'appropriation, de considérer que Bruxelles, c'est pas quelque chose qui est loin, qui n'est pas... C'est notre pouvoir, c'est notre puissance, c'est notre impuissance. Comme quand on dit que les Nations Unies sont impuissantes, ne font rien. C'est ridicule. C'est nous, aux Nations Unies, qui ne voulons rien faire. Quand je dis nous, c'est tel et tel pays qui ne veut rien faire. Vous voyez. Donc, attention à ne pas, à bien garder à l'esprit que l'Europe, c'est notre construction commune, c'est notre chose, c'est ce que nous voulons en faire. Et je crois que c'est très très important que, de ce point de vue-là, la France et la République tchèque aient ce sentiment d'appropriation et jouent un rôle vraiment de premier plan dans cette construction européenne, parce que c'est leur vocation, et puis en plus, ils ont les moyens de le faire, j'en suis intimement persuadé. Voilà, pardonnez-moi d'avoir été un peu long, mais je suis prêt maintenant à répondre à vos questions. Merci. Merci. Donc, je voudrais d'abord remercier très chaleureusement à M. l'ambassadeur pour son discours étincelant, dans lequel il a évoqué beaucoup d'aspects très importants et beaucoup d'aspects intéressants sur lesquels nous aimerions bien tous devoir d'autres précisions. Alors, c'est à vous justement maintenant de poser des questions sur tout ce qui a été dit ou même sur tout ce qui n'a pas été dit. Donc, à vous maintenant. Passer le micro. Comme on dit, c'est la première question qui est toujours la plus difficile. Donc passons à la deuxième question. Okay. Peut-être pour vous encourager, je vais me permettre de poser la première question. Il faut que je dise vraiment que je suis vraiment heureux, et pas seulement parce que je suis spécialiste européen du sujet que M. l'ambassadeur a choisi. Et donc, je veux bien, par exemple, si vous puissiez, si vous pouviez résumer peut-être, qu'est-ce que vous entendez comme des valeurs européennes? Parce que moi, je suis persuadé, personnellement, que justement, ce qui manque actuellement à l'intégration européenne, c'est un débat sérieux, engagé sur les valeurs, donc sur ce qu'on véhicule. Parce que avant de se poser la question, où est-ce qu'on va, où est-ce que les frontières européennes devraient finir, il faut se rendre bien compte des valeurs, donc à ce qu'on peut proposer, plutôt adhérent possible, etc. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être nous éclaircir votre point de vue, voire point de vue de la France, cette question-là? Merci. Oui, la notion de valeur européenne, elle est vraiment au cœur du projet, même si après j'apporterai quelques nuances opérationnelles. Elle est au cœur du projet parce qu'on voit bien que quand on réfléchit aux critères pour être membre dans l'Union européenne, c'est une combinaison entre des critères géographiques, mais qui ne sont pas purement géographiques, ça n'a pas de sens, quelles sont les limites de l'Europe, et des critères politico-économiques, en d'autres termes, l'économie de marché, la démocratie, la capacité à reprendre tout ça. Je crois que c'est très vrai, et on le vit nous-mêmes, hein, on voit bien qu'on a entre nous un substrat commun en termes de valeurs, les valeurs européennes, j'y crois beaucoup. Cela étant, attention, et c'est pour ça que je veux apporter un éclairage un peu différent, parce qu'on est dans un monde où on parle beaucoup de valeurs, et le problème ne se pose pas uniquement au plan européen, on parle des valeurs européennes, on accole parfois une certaine dimension religieuse, même parfois, aux valeurs, et
et tout ça a des conséquences très fortes. Parce que quand vous discutez, par exemple, aux Nations Unies, de conventions internationales sur les droits de l'homme, ou sur la liberté d'expression, il y a tout un débat, par exemple, sur la diffamation des religions, où il y a tout un débat sur l'égalité homme-femme. Et certains disent, mais non, là, ce sont les valeurs occidentales, et chez nous, c'est pas comme ça que ça marche. Et donc, si vous avez un débat polarisé sur la notion de valeur, je crois que c'est très dangereux. Je crois que c'est très dangereux parce que on voit bien entre nous, parce que nous sommes dans une ambiance, nous sommes entre nous, il n'y a pas d'antagonisme majeur, mais on voit bien ce que ça veut dire. Mais c'est pas la même chose avec d'autres ensembles, surtout dans ce monde difficile dans lequel nous sommes. Et donc, vous ne négociez pas sur des valeurs. Chacun se jette au visage des valeurs de l'autre. C'est pour ça que moi, je préfère parler de droit. Vous voyez, on dit tel pays ne respecte pas les valeurs européennes de démocratie. Je vois très bien ce qu'on veut dire. Mais par contre, quand vous avez un journaliste qui est en prison, quand vous avez des gens qui sont torturés, ça, je sais ce que c'est. Donc, il y a des conventions internationales, il y a des cours internationaux, il y a la Cour pénale internationale. Moi, je préfère beaucoup plus parler en termes de droit, et vous êtes juriste, hein, que de parler en termes de valeurs. Alors, vous me direz fort justement que les droits eux-mêmes sont le produit de valeurs, hein, puisque quand on a créé les Nations Unies en 1945, il y a eu des textes qui ont été écrits, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a des grands juristes français qui ont participé, René Cassin. Tout ça était sous-tendu par des valeurs. Et aujourd'hui, au cœur du problème que nous vivons, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, donc je suis un peu passionné, mais au cœur du problème que nous vivons, c'est que d'un côté, vous avez un système multilatéral qui est universel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les pays quasiment sont dans les Nations Unies. L'Union européenne s'élargit. Il n'y a plus personne qui reste en dehors du système finalement international. Mais plus le système est universel, plus vous risquez de perdre en universalité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les valeurs, de plus en plus, vous avez des pays qui contestent les valeurs qui sont celles des valeurs fondatrices des Nations Unies aujourd'hui. Et vous voyez très bien que dans beaucoup de votes sur des questions de droits de l'homme, aujourd'hui, les Européens se retrouvent en situation extrêmement difficile. Donc ce n'est pas une question... je crois qu'il faut poser, pour essayer d'avoir un débat aussi rationnel que possible, il faut poser la question en termes de droit. Il y a des pactes sur les droits humains et sociaux, on dit à tel et tel pays, écoutez, faites ce que vous voulez, mais vous signez. Et on refuse, par exemple, d'entrer dans un débat sur la diffamation des religions, des limites à la liberté d'expression. On dit qu'il y a des cours pour ça, on considère qu'il y a des crimes contre l'humanité, il faut avoir une justice pénale internationale, mais attention à ce débat sur les valeurs qui est vraiment très au premier plan de l'actualité. Je vous remercie pour cet éclaircissement qui s'allie parfaitement à notre histoire. On le savait bien que justement le mouvement dissident représenté par la charte 97 c'est bien basé sur ces notions de droit. Donc après la signature du pacte final de la conférence d'Helsinki, où la Tchécoslovaquie ancienne a signé en fait, la convention pour respecter les droits de l'homme. Donc c'était cet enjeu qui était débattu, qui était défendu notamment par les dissidents. Donc vous voyez bien par cet exemple historique qui est le nôtre que ça peut fonctionner. Donc maintenant c'est à vous. Quel autre État entreront? Quel autre État entreront? Je crois que, d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un engagement vis-à-vis des Balkans. Où nous avons réussi, pas totalement, à stabiliser les Balkans, qui sont encore un peu sous un système, comment dirais-je, orthopédique, avec... c'est pas très élégant, mais vous voyez bien ce que ça veut dire. Il y a une présence internationale, il y a des forces de l'OTAN, il y a une forme de protectorat encore.
Donc on a réussi à...